La santé est notre bien le plus précieux, il nous appartient de la préserver. Bienvenue dans Les Lois Naturelles, le podcast dédié à la naturopathie et la cuisine santé, dont l'objectif est de promouvoir la santé intégrative. Je suis Camille Langlais, naturopathe certifiée spécialisée en naturopathie de l'enfant. Chaque jeudi, je vous retrouve en solo ou aux côtés de l'un de mes invités pour des conseils pratiques en santé naturelle, des témoignages de vie ou encore pour donner la parole à des praticiens et thérapeutes experts en leur domaine. Si le podcast vous plaît, pensez à laisser un avis, des étoiles, des cœurs ou toute autre manifestation d'amour sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour valoriser mon travail et contribuer à promouvoir la santé intégrative dans le monde. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Lois Naturelles. Le cancer est la première cause de mortalité prématurée en France devant les maladies cardiovasculaires. En 2023, on estimait que plus de 430 000 nouveaux cas de cancer seraient diagnostiqués en France et on estime que près de 3,8 millions de personnes vivent en France aujourd'hui avec un diagnostic de cancer. Dans le monde, le cancer constitue la deuxième cause de décès avec près de 10 millions de morts par an. Ce sont des chiffres qui sont issus de la Fondation pour la recherche sur le cancer. Et selon l'American Cancer Society, ces chiffres devraient même être amenés à doubler d'ici 2030. Alors bien sûr, il existe les traitements conventionnels que tout le monde connaît, à savoir la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, mais encore les thérapies ciblées telles que l'hormonothérapie et l'immunothérapie. Mais malheureusement, ces traitements ne permettent pas toujours d'assurer aux malades une guérison certaine et le cancer demeure encore aujourd'hui une pathologie effrayante. Pourtant, et aux côtés des méthodes conventionnelles de soins proposées, il existe des traitements naturels prometteurs qui, couplés aux traitements médicaux actuels, augmenteraient les chances de survie des malades. Et là, je pense notamment aux travaux de Mirko Beljanski, qui a étudié les caractéristiques toxicologiques et pharmacologiques et surtout leur capacité à détruire les cellules cancéreuses du Pao Pereira, un arbre brésilien, et du Rauwolfia vomitoria, un arbuste africain. L'activité anticancéreuse du Pao Pereira et du Rauwolfia vomitoria a depuis été confirmée par différentes équipes de recherche, américaines notamment. Pour nous parler de ces travaux, j'ai la joie d'accueillir dans le podcast Sylvie Beljanski, qui n'est autre que la fille du professeur Beljanski, qui a eu l'immense courage de reprendre les travaux de recherche initiés par son père à la suite de sa disparition. Bonjour Sylvie. Bonjour, merci pour m'avoir invitée Mais aujourd'hui. merci à vous d'être présente dans le podcast. Je suis vraiment ravie qu'on puisse avoir cet échange. Alors, vous êtes aujourd'hui à la tête de la Fondation Beljanski depuis New York aux États-Unis, où vous résidez depuis plusieurs dizaines d'années. Je suis New York depuis 95, oui. Votre parcours est intimement lié à celui de votre père et vous avez raconté votre histoire dans un ouvrage qui s'appelle « Gagner la lutte contre le cancer, la découverte dont la République n'a pas voulu ». C'est un ouvrage d'ailleurs que je recommande chaleureusement aux auditeurs parce que c'est vraiment un livre que personnellement j'ai beaucoup apprécié. Et comme je le disais avant cet enregistrement, je l'ai lu comme un roman. Alors avant qu'on parle un petit peu plus des vertus anticancéreuses du Pao Pereira et du Rauwolfia, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre histoire et sur celle de votre père et notamment comment vous avez été amené à reprendre ces travaux de recherche alors que vous vous destiniez à une carrière tout autre, une carrière juridique d'avocate aux États-Unis. Tout à fait. En fait, c'est parce que j'étais avocate que j'étais amenée à prendre la défense légale de mon père. Et quand j'ai appris que mon père, ma mère et tous leurs amis médecins avaient été arrêtés, c'était le 9 octobre 96. Évidemment, ma première réaction était de me dire, je vais m'occuper de leur défense. Même si je suis à New York, je vais trouver des confrères, je vais m'occuper du dossier. Et plus je regardais ce dossier juridique, plus je me suis rendu compte qu'en fait, il s'agissait pas de rendre justice. Il y avait une liste invraisemblable d'infractions qui étaient listées. Et en fait, rien ne tenait sérieusement la route. Et donc, c'est à partir de là, je me suis dit, mais alors, quel est le vrai pourquoi? Qu'est-ce que ça cache? Et très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, il s'agissait de détruire un savoir. Et là, peut-être, c'est mon sens du droit. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible, ça peut pas exister. Et puis, je me suis rendu compte aussi que le juge qui était en charge de l'affaire savait très probablement que mon père avait été irradié
par le GIGN au moment du raid du laboratoire. Mon père était extrêmement malade. Le juge devait le savoir et il ne accordait aucune audience. C'était repoussé, repoussé, repoussé. Et mon père se désespérait en se disant: «Mais quand est-ce que j'aurai l'opportunité de me défendre devant une cour? Quand est-ce que je pourrai prouver mon innocence?» Et en fait, ce jour n'est jamais arrivé. Mon père est décédé sans avoir été jugé. Techniquement donc innocent, puisqu'on est, innocent jusqu'au jour où on est prouvé coupable et ce jour n'a jamais été arrivé. Mais c'était pour lui très, très dur à vivre et il m'a demandé de, présenter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, parce que c'était le seul recours possible, si le juge faisait obstruction, Mmh. au flux normal de la justice. Et ça a pris 4 ans devant la Cour européenne, des droits de l'homme. Mon père est décédé entre-temps, il n'a pas vu le jugement final. Ça a pris 4 ans parce que la France aussi ne répondait pas, ne justifiait pas des retards sans arrêt qu'il prenait, pour qu'il n'y ait jamais de jugement en France. Ils ont voulu arrêter mon père, ils ont voulu tout détruire, mais ils n'ont jamais voulu juger mon père. Ils n'ont jamais voulu que cette affaire devienne publique. Et même devant la Cour européenne des droits de l'homme, ça a pris 4 ans, mais j'ai gagné à l'unanimité parce qu'ils ne se sont jamais expliqués. Ils n'ont jamais justifié leur action. Alors, peut-être préciser pour les auditeurs que ce recours, en fait, c'est que la Convention européenne des droits de l'homme garantit un procès équitable à tout justiciable. Et donc, c'est sur ce fondement que vous l'aviez saisi. Tout à fait, dans un délai raisonnable. Et donc ces délais qui n'en finissaient pas, allaient à l'encontre de la Convention européenne des droits de l'homme. Et ils n'ont pas expliqué. À aucun moment, ils ont préféré perdre plutôt que d'expliquer le pourquoi de ces délais. Et là, je me suis dit: «Mais en fait, ils ont voulu détruire, sans fondement juridique et ils espéraient bien que cette affaire était enterrée, une fois pour toutes». Je me suis dit: «Non, non, je vais pas autoriser ça, je vais faire quelque chose». Et comme je n'ai pas de formation, scientifique, à la base, je savais pas exactement ce que j'allais faire. Donc mais quand mon père est décédé, au cimetière, il y a eu tous ces gens qui sont venus vers moi, qui me disent: «Vous savez, sans votre père, je serais pas là, j'aurais jamais pu jouer avec mes petits-enfants, j'aurais pas pu, conduire ma fille, à l'hôtel pour son mariage», et cetera, et cetera. Et je me suis dit: «Ça, il faut que ça continue, il y a un moyen». Et donc à partir de là, j'ai décidé aux États-Unis continuer d'abord à mettre les produits disponibles pour les gens qui les souhaitaient. Et puis, je me suis dit très vite que l'important pour, ce qu'on appelle en anglais the legacy, c'est-à-dire la continuité, du travail de mon père, son œuvre scientifique, c'était pas seulement que les produits continuent, c'était que, la science autour de ces produits puisse continuer, que leur justification scientifique soit validée. Et donc à partir de là, j'ai créé, la fondation Beljanski qui m'a permis de créer des partenariats avec des universités américaines de renom, parce que je voulais pas que, on dise: «Oui, poudre de perlimpinpin», et cetera, comme j'avais vu, dans la presse française. Donc j'ai travaillé avec Columbia University, j'ai travaillé avec Kansas University Medical Center, j'ai travaillé avec Cancer Treatment Centers of America et produit par produit, on a validé l'activité anticancéreuse, l'activité à différents stades de cancer et la synergie d'action avec les chimiothérapies et les radiothérapies. Tout ça est publié dans des revues à comité de lecture et toutes ces publications sont disponibles sur le site de la fondation beljanski.info. Elles peuvent être regardées. Donc, on va y revenir parce que c'est vraiment des recherches passionnantes. Mais pour remonter un petit peu dans l'histoire, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu plus qui était votre père et surtout dans quel contexte il a mené ses travaux scientifiques? Mon père était ce qu'on appelle maintenant un outsider. C'est-à-dire que, il n'est pas né dans le cénacle des gens qui, en principe, le profil qui arrive en général à l'Institut Pasteur.
il était, au départ un petit paysan, de Serbie. C'était la Yougoslavie à l'époque, mais donc là ça correspond à la Serbie. Il est né dans 1923 et donc il est arrivé à l'âge de ses études supérieures au moment, de la fin de la Seconde Guerre mondiale et à l'époque, il n'y avait pas, d'université, en Serbie pour arriver à un niveau d'une thèse en biologie. Et les élèves qui, avaient les moyens de s'acheter un manteau de fourrure étaient envoyés à Moscou. Ceux qui n'avaient pas les moyens de s'acheter un manteau de fourrure étaient envoyés à Paris. Et c'est comme ça qu'en 51, mon père est arrivé, à Paris, ne parlant pas français, non 49 il s'est, inscrit à la Sorbonne où, il a été remarqué très vite, par, mon arrière-grand-mère, qui était la deuxième femme, professeure à la Sorbonne, en chimie organique. La première étant Marie Curie et mon arrière-grand-mère a trouvé ce étudiant beau garçon et brillant et a décidé de le présenter à sa petite fille, donc qui était, ma maman. Ils se sont arrangés pour faire une rencontre et donc mon père, est rentré dans cette famille de scientifiques français où ma l'arrière-grand-mère était, professeure à la Sorbonne. Mon grand-père était directeur de l'école de physique, et chimie, à Paris et ma mère était un enfant, turbulente et très jolie, heu et donc que mon père, se sont mariés en 51 et c'est l'année aussi où mon père a rejoint donc l'Institut Pasteur. Mais donc il avait par la famille de maman les connexions et cetera, mais en fait il c'était un paysan du Danube quoi mon père et il était, quand il avait ses convictions, il allait pas lâcher quoi. Il était pas du tout il avait pas, les codes d'être poli, courtois, et cetera. Il disait les choses comme elles étaient, comme il les pensait et sans la diplomatie qui va, disons, avec, l'éducation française en général à un certain niveau. Mon père, il était, pas du tout comme ça. Il disait ce qu'il pensait, comme il le pensait et sans filtrer beaucoup. Ça l'a conduit à avoir une approche originale, une vision originale de la science de l'époque. C'est l'époque où le génome vient d'être décodé, hein, c'est l'époque Watson et Crick. Tous les scientifiques se jettent là-dessus en se disant le futur de la science, l'argent, les financements vont tourner autour des maladies génétiques. Maintenant qu'on a compris qu'il y avait le génome, tout va être du génétique, modification de nos gènes. Le cancer est une maladie génétique à 100%, il n'y a pas de doute, etc. Et l'information génétique doit passer automatiquement de l'ADN à l'ARN, à la protéine, et c'est comme ça. Ça s'appelle le dogme central et ça ne se discute pas. Et mon père, avec son background complètement différent, il a une vision qui est à lui, qui est personnelle et à laquelle il va tenir mordicus. Il va dire oui, l'environnement peut induire des modifications génétiques, mais il y a quelque chose qui va induire ces modifications. Mmh. C'est dans la pollution. Et à l'époque, personne ne parlait de la pollution. C'est les 30 glorieuses. Tout le monde pollue à qui mieux Allègrement. mieux, au profit. Les pollueurs ne veulent absolument pas être les payeurs. Donc, le discours de mon père, il est très, très malvenu. Et puis, il s'intéresse donc à la façon dont l'information génétique passe, donc est transportée jusqu'à la protéine et il découvre que, il y a une enzyme qui s'appelle polymérase qui permet de transporter aussi l'information dans l'autre sens.
Alors, il n'est pas le seul à travailler là-dessus. Il y a Temin aussi et Baltimore qui travaillent là-dessus aux États-Unis. Temin et Baltimore arrivent les premiers sur les virus et l'année suivante, mon père publie sur les bactéries eucaryotes. On trouve cette enzyme appelée polymérase qui sur le enfin pour la plupart des gens, je veux dire ça change rien, Oui. mais sur le plan scientifique, c'était un coup de tonnerre dans le monde scientifique. Et c'était très, très mal vu, en particulier par Jacques Monod, qui venait juste de publier son livre Le hasard et la nécessité, et il était le grand chantre du dogme central. Et voilà que à l'Institut Pasteur, sous ses ordres, il y a un petit paysan du Danube qui publie que ah ben non, pas du tout. Moi, je trouve l'enzyme qui fait le contraire chez les bactéries eucaryotes. Et les bactéries eucaryotes, il y en a plein, c'est toutes les bactéries avec un noyau. Donc là, mon père commence à être très, très, très mal vu de ses pairs, de l'Institut Pasteur. On lui interdit de publier. Il dit, je suis payé par le contribuable français, je publie. Là-dessus, Monod contacte toutes les publications, journaux de publication français, en disant, vous prenez plus les publications de ce scientifique. Mon père se met à publier en anglais. Génial. Et il y a du rififi dans le monde scientifique, en particulier à l'Institut Pasteur, jusqu'au moment où il décide de le mettre à la porte de l'Institut Pasteur, mais il est au CNRS, il retrouve un poste à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry, et il est resté en fait au CNRS jusqu'à sa retraite en 88. Et puis ensuite, il a rejoint un laboratoire privé. Alors mon père, en plus, non seulement il avait trouvé ces choses sur le plan scientifique qui dérangeaient la communauté scientifique, mais il est passé ensuite de la théorie à la pratique. Il s'est dit, oui, donc si on a cette information, cette enzyme, ce machin, etc., je devrais pouvoir trouver des produits dans la nature qui vont faire la différence entre une cellule cancéreuse et une cellule saine. Il a observé la différence entre un ADN de cellules cancéreuses, un ADN de cellules saines. Et il s'est aperçu qu'il y avait une différence structurelle. Il s'est dit, je vais trouver des produits qui vont reconnaître cette différence et donc avoir une action anticancéreuse spécifique. Et c'est ce qu'il a fait avec le Pao-Pereira et le Revolfia vomitoria. Et donc, ces produits sont capables de reconnaître les cellules cancéreuses, où qu'elles soient. On cesse de parler de cancer du poumon, de la rate, de la vessie, du sein ou de la prostate, ça n'a plus aucune importance. On a des produits qui vont envahir, et c'est quelque chose qu'on peut voir même au microscope, envahir les cellules cancéreuses et rester à l'extérieur des cellules saines. Donc, pas de toxicité, pas d'effets secondaires. Et mon père a commencé à publier là-dessus, à donner des conférences. Et évidemment, ça a attiré l'intérêt de beaucoup, beaucoup de médecins en France parce que des produits sans toxicité qui vont s'attaquer à toutes les cellules cancéreuses, c'est le merveilleux, rêve. bien sûr. Et donc beaucoup de médecins commencent à utiliser ces produits. Et puis on arrive en 91 et là Mitterrand est au début de son deuxième mandat et il devient public qu'il est tellement malade que il y a une opération et le chirurgien dit le cancer est partout, a envahi le corps et va pas finir son deuxième mandat. C'était 7 ans à l'époque les mandats. Il faut préparer le pays pour des élections anticipées. Et là-dessus, la famille de Mitterrand décide de faire appel à un médecin à Versailles qui avait de très bons résultats sur le cancer de la prostate en utilisant les produits Beljanski. Donc Mitterrand commence à prendre les produits Beljanski et comme on sait, il s'est trouvé de mieux en mieux et il a été capable de finir son deuxième mandat et quitter l'Élysée à la main, la fleur, la rose rouge, etc.
et la presse était extrêmement publique. La presse a vu qu'il allait de mieux en mieux. Alors évidemment, quand on passe de l'état de morphine à il faut préparer des élections à il va bien le pays de façon tout à fait publique. Évidemment, ça s'est vu. Il y a eu des commentaires et là, c'est les sociétés pharmaceutiques qui sont furieuses, que très publiquement petits produits naturels puissent faire mieux et déjouer les plans politiques de ceux qui étaient déjà prêts à prendre le pouvoir. Que ça se passe pas comme ça. Donc 9 mois après le décès finalement de Mitterrand, bien il y a eu ce raid. Le GIGN est venu détruire le laboratoire. Voilà, pour arrêter mon père, arrêter ma mère, arrêter tous les médecins et pharmaciens qui travaillaient avec eux et essayer de mettre fin une fois pour toutes à cette opération, à ce savoir, à cette connaissance et sans jugement. Affaire classée secret d'État. Et justement, j'aimerais citer un passage de votre livre. Au début du livre, vous dites « Tout produit naturel donnant de meilleurs résultats que les médicaments synthétiques est perçu par les compagnies pharmaceutiques comme une attaque frontale à l'encontre de leur empire économique. Ceci se révèle particulièrement vrai en France, où le gouvernement a son mot à dire dans tout ce qui concerne l'économie. Il faut alors détruire les produits, l'homme qui les a conçus et tout le savoir-faire les concernant. » Tout à fait. C'est ce qu'on a vécu, absolument. C'est terrible. Et comment vous avez vécu cette période justement, en tant que fille et puis en tant qu'avocate, vous l'aviez dit un petit peu tout à l'heure, vous avez vous avez mis un pied dans ces recherches scientifiques par le droit? Oui, donc moi en tant que fille, j'avais le cœur serré, consterné de voir ainsi mes parents détruits dans leur chair, hein, puisque on a dit à mon père de rester, enfin contre toute procédure, hein, on lui a dit au lieu de le présenter tout de suite devant un juge, on lui a dit c'est trop tard, on ira demain, restez là. Et puis ils ont envoyé un gaz, ils ont dit qu'ils cherchaient du plutonium, ils ont envoyé un gaz là où il était. Donc il est resté, il était gazé, et 2 mois plus tard, il développait une leucémie myéloïde aiguë. Il y avait plus de produits puisqu'ils avaient tout saisi, et donc ils l'ont laissé mourir. Et mon père en était. Ouais. Il a été, on l'a gazé pour le tuer ou pour détruire ses produits? Pour le détruire. Non, pour le détruire lui, il s'agissait de détruire l'homme. Et puis le raid, il s'agissait de tout saisir. Donc évidemment, vous avez pris sa défense autant que possible, et donc vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a eu un bel arrêt de la CEDH qui vous a donné gain de cause et qui a reconnu, condamné en tout cas la France. On en a parlé. Et il y a une phrase dans votre livre où vous dites, peut-être sans doute était-ce aux obsèques de votre père, mais pour la première fois, je me trouvais à la place de mes parents. C'est alors que je me suis souvenue avoir entendu mon père déclarer « À chaque fois que tu peux aider quelqu'un, tu as le devoir de le faire ». Et je trouve que c'est un passage qui est très émouvant. Et je pense, je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais que quelque part, on aide déjà les gens quand on fait du droit. Et que là, finalement, c'est une continuité. Tout à fait. C'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai été élevée dans ces valeurs, hein. On a le devoir autant que possible de faire une différence, d'aider son prochain, une sorte d'empathie pour les gens qui sont autour de vous. Avec toute cette famille de scientifiques derrière moi, je me suis dit ouh là là, on arrête ici la malédiction, je vais faire autre chose. Donc j'ai fait du droit et puis le destin m'a vous a rattrapé. Exactement. Et justement, à quel moment, parce que c'est sans doute peut-être pas tout de suite, mais vous avez vraiment décidé de vous engager pour faire reconnaître son travail? Ça a été tout de suite ou un petit peu, parce que vous en parlez dans votre livre, mais il y a quand même, il y a eu des encombres. Ça s'est pas fait facilement. Non, ça a été, très difficile de repartir depuis les États-Unis sans avoir de formation scientifique. Ils avaient terrorisé tous les fournisseurs, les extracteurs,
ça a été très, très difficile de repartir. Mais ça a été vraiment, Astérix, quoi, que les Gaulois, qui résistent. Et je dois dire qu'il y a eu une chaîne d'amitié, de solidarité absolument extraordinaire, de gens qui m'ont fait confiance parce que je représentais tellement d'espoir pour eux que ça continue, j'ai eu beaucoup, en fait, beaucoup, beaucoup d'aide, de gens qui sont vraiment pris des risques pour m'aider à démarrer cette entreprise. Et puis il y a eu ma maman, qui a accepté de venir aux États-Unis. Elle avait travaillé, avec mon père, donc il y avait eu une continuité du savoir, qu'elle m'a, distillé avec une grande patience, heu, pour, hem, pour m'éduquer dans ce que je devais savoir pour pouvoir reprendre une telle entreprise. Vous pensez que ça aurait été possible de mener, de reprendre et de créer une fondation si vous aviez été en France à l'époque? Non, absolument pas. Il s la France a fait très, très clairement comprendre que, il n'était ce savoir devait disparaître à leurs yeux, même déjà maintenant encore, hein, de temps en temps, quand je donne une conférence en France, j'ai, des critiques négatives de France Info qui sont totalement injustifiées, hein. Par exemple, il y a quelques années, j'avais fait, une conférence, où je présentais des recherches sur différents thés, dont certains thés verts ont été trouvés par Kansas University Medical Center comme ayant, plus, d'activité anticancéreuse que d'autres thés. Et il y a eu France Info qui a, publié que, disait que le thé soignait le cancer sans aucune preuve, scientifique, et qu'il fallait, se méfier de tout ce que racontait, la fondation, Beljanski. Prendre ça avec un grain de sel parce qu'on était, une réputation de charlatans. Ouais, il y a vraiment une entreprise de discréditation, à l'égard de tous ces travaux. Qui continue à ce jour. Et puis, vous parliez du Revolfia. Le Revolfia, vient d'être, désigné comme nouvel aliment, n'est-ce pas? Mais Mitterrand en a pris, très publiquement, dans les années 90, mais ça vient d'être, désigné comme, nouvel aliment par, la Commission européenne, et on peut plus le vendre, en Europe. C'est interdit en Europe maintenant, le Revolfia vomitorium. Justement, j'ai envie de citer aussi un passage, de votre livre. Alors c'est sans doute, ma formation juridique qui fait que ce sont des passages qui m'ont interpellée, mais vous citez, Benjamin Rush, l'un des pères fondateurs des États-Unis, qui dit: «À moins que nous n'inscrivions la liberté médicale dans la Constitution, une époque viendra où la médecine s'organisera comme une dictature secrète qui restreindra l'art de guérir à une classe d'hommes et privera les autres des mêmes privilèges. La Constitution de la République devrait particulièrement insister sur la liberté des pratiques médicales autant que sur la liberté religieuse.» Oui, bien sûr. Et je trouve que le passage est fort. Ouais. Benjamin Rush parlait bien sûr de la Constitution américaine, hein, mais ça peut être appliqué à n'importe quelle autre constitution. Et la Constitution américaine, préserve beaucoup plus les libertés d'ailleurs que la Constitution, française, où le droit, d'expression, de libre expression n'est même pas garanti, par la Constitution, française comme elle l'est, par la Constitution américaine. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu, justement sur les travaux de recherche, de votre père, parce que quand vous avez repris la fondation, même si lui, il avait apporté les preuves de l'activité anticancéreuse de ces produits, vous avez dû reprendre des recherches. À nouveau, quelque part, faire les preuves pour une seconde fois. Oui, oui, oui. Alors, les Américains, ils ont regardé ça avec, intérêt, mais aussi, scepticisme. Des produits naturels, qui s'attaquent à toutes les cellules cancéreuses sans aucune toxicité. Moi, j'avais l'air de dire, «Mon papa, c'est le meilleur, c'est le plus beau, il faut». Ils ont dit: «Vous êtes bien gentil, mais, on va vérifier». Et c'est normal. Ça Et c'est s'entend, bien sûr. normal. Et donc c'est pour ça que, il a fallu recommencer toutes ces études, et à partir du moment où, des professeurs, d'université américains, ça devenait leurs études, leurs résultats. Donc ils se sont mis à les championner comme, leurs résultats comme étant, leurs découvertes, et
Et bon, ça m'a fait sourire, bien sûr, mais c'est normal dans le monde scientifique. Et l'important, c'était d'obtenir cette reconnaissance. Mmh. Et comment ça a commencé? Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, eh bien, ça a commencé avec, j'ai invité à New York quand j'ai décidé que j'allais continuer. Je me suis dit: «J'ai besoin d'abord d'informer tous les médecins qui ont travaillé avec mon père que, on va continuer à mettre les produits à disposition, qu'ils vont continuer à pouvoir les recommander, à leurs patients». Et puis comme, moi je démarre dans ce monde-là, en fait, ils s'y connaissent mieux que moi et je vais les inviter tous, faire un petit colloque, leur donner la parole et puis j'apprendrai quelque chose. Et donc, en 99, l'année après le décès de mon père, j'ai organisé un premier colloque à New York où j'ai invité, beaucoup de médecins qui avaient travaillé avec mon père, en leur demandant de parler de des produits, de leur expérience, et cetera, et cetera. Donc j'en avais un qui parlait du Pao, un autre qui parlait du Revol, un autre qui parlait du Ginkgo, un autre moi je prenais des notes comme une malade. Je découvrais. Puis j'avais réussi à inviter une poignée de médecins américains. Et il y en a eu un de Dr Michael Schachter, qui était un pionnier, de la médecine intégrative aux États-Unis, qui, tout de suite, était très intelligent. Tout de suite, il a compris que là, il y avait quelque chose dont il avait jamais entendu parler, mais que quelque chose de très intéressant. Et en tant que médecin, il a été passionné parce qu'il entendait dire, de ses collègues, français dont il parlait de quelque chose qui était, tout à fait nouveau. Et tout de suite, il s'est dit: mais pour mes patients à moi, dans le New Jersey, ça va faire une énorme différence. Et donc, peu de temps après, ce docteur Michael Schachter avait un patient qui avait un cancer du pancréas très avancé. Il s'est dit: «Bah, le pauvre type, il a pas grand-chose à perdre. Je vais essayer, ces exotiques produits français et ce que ça va donner». Et puis, le patient s'est mis à aller de mieux en mieux. Alors docteur Schachter a donné à d'autres, patients avec d'autres types de cancers et il a vu l'amélioration chez tous ses patients. Alors au bout, de quelques mois, il m'a dit: «Mais maintenant j'ai suffisamment de données, je vais écrire un article». Alors j'étais ravie, mon premier article en anglais écrit par un Américain, quand c'est sorti dans une feuille de chou de magazine de docteur pour docteur, j'étais tellement contente, j'en ai donné une copie, mais alors à tout le monde. Je ne parlais que de j'étais et j'en ai donné une à mon banquier. Et il se trouve que mon banquier était un patient, de docteur Aaron Katz, pour ses petits problèmes de prostate. Et docteur Aaron Katz était le chef du département de, holistic urology, donc de médecine, urologue, mais en médecine intégrative à, Columbia University. Et là, docteur Katz, il lit la publication de docteur Schachter et il m'appelle. C'est très américain ça, on peut pas imaginer, ça en France. Mais donc docteur Katz m'appelle moi et me dit: «Ça a l'air très intéressant, ce que vous avez. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce que vous venez à Columbia University?» Et donc là, moi, je Bien sûr. panique complètement. Je dis: «Oui, oui, bien sûr, viens!» Et après ça, je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais lui raconter? J'ai pas de crédibilité, comment je fais?» et cetera. Et donc là, je me dis: «Ben, je vais passer une petite annonce et engager un, directeur de recherche». Une petite annonce, dans le journal. Et c'est ce que je fais et j'ai de la chance, je trouve un directeur de recherche qui a exactement les mêmes, PhD en molecular biology, exactement comme mon père et il parle aussi un petit peu français, donc il comprend un petit peu aussi, un peu mieux le certaines publications de mon père et cetera et cetera. Il parle à peu près avec maman qui parle un anglais, aussi, à peu p Approximatif. et et donc ils se comprennent et John Hall vient avec moi et m'accompagne à Columbia University et docteur Katz, est impressionné par toutes les publications de mon père. Il me dit: «Mais il a publié dans les meilleurs journaux, dans les meilleurs journaux». Il dit: «Écoutez, il va falloir, vérifier».
mais je suis ouvert à vérifier. Alors moi, je me suis dit: «Mais Mitterrand a pris les produits et puis maintenant on va retester sur des souris, on repart à zéro». Mais très vite, je me suis rendu compte, si je veux, que quelque chose se passe ici aux États-Unis, c'est le chemin obligatoire. Et c'est ce qu'on a fait et donc on a des publications de Columbia University repartant sur les souris et confirmant l'efficacité du Paupera et du Revolfia sur le cancer de la prostate et différents stades du cancer de la prostate, de l'inflammation au cancer avancé ne répondant plus au traitement hormonal. Et la prochaine publication sur laquelle on voudrait travailler, c'est les cellules souches du cancer de la prostate. Et donc, Dr. Katz, c'était ses résultats maintenant. Donc, il se met à donner des conférences et je suis dans une conférence assise à côté d'une dame qui se tourne vers moi et qui me dit: «Mais il parle de vos produits là, n'est-ce pas? Vous êtes Sylvie Beljanski?» Je dis: «Oui, oui, oui, il parle de mes produits». Et elle me dit: «Jane Driscoll, Kansas University Medical Center, est-ce que vous auriez aussi quelque chose pour les femmes?» Je dis: «Oui, la même chose, parce que ce n'est pas spécifique d'un organe ou du sexe, ça reconnaît les cellules cancéreuses». Alors elle me dit: «Ah ben c'est fantastique là, est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire une étude sur le cancer des ovaires?» Je dis: «Ben oui, absolument, et avec le même dosage que ce qu'on a fait sur le cancer de la prostate». Et impressionnée. Et puis elle me dit: «Mais alors, si ça marche on pourrait peut-être aussi faire sur le pancréas?» Je dis: «Oui, pourquoi pas?» Celui-là, il est difficile, hein, le cancer du Ouais, pancréas, bien il est sûr. vraiment difficile. Mais oui, bien sûr, on peut faire des études. Et c'est comme ça que on a confirmé avec Kansas University Medical Center que ces 2 extrêmes fonctionnaient aussi sur les cellules cancéreuses du pancréas, des ovaires, seules, en synergie avec les chimiothérapies d'aujourd'hui. Mmh. Ouais, c'est ça Mon qui est père avait intéressant. travaillé sur des molécules légèrement différentes dans les années 80, mais donc dans les années 2010-2020, c'est d'autres molécules parce que et avec les brevets, ils sont toujours obligés de changer les molécules tous les 20 ans. Donc cette synergie avec les molécules d'aujourd'hui a été confirmée. Et puis là aussi, cellules souches du cancer des ovaires et du pancréas. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fantastique parce que les cellules souches sont censées être responsables des métastases, des rechutes. Et elles ne sont pas détruites par les chimiothérapies et les radiothérapies. Donc le médecin vous dit: «Ah, c'est très bien, votre tumeur diminue, vous répondez bien au traitement». En fait, c'est les moins agressives, les matures, les vieilles cellules qui ont été détruites, et puis les cellules embryoniques jeunes, pleines de vigueur, eh bien elles résistent. Elles sont capables de rester cachées dans le sang, dans les tissus pendant très longtemps. Et puis éventuellement, pas toujours, mais éventuellement, elles peuvent renaître, se remettre à multiplier, et c'est une nouvelle tumeur. Et avec, grâce à vos produits, comment ça se passe? Est-ce que c'est des produits qu'on doit prendre au long cours ou est-ce que c'est des produits que vous prenez en association, d'un traitement, éventuellement de chimiothérapie et qui s'arrêtent à un moment donné? Alors, il y a pas de raison pour prendre tout le temps, hein. Mmh. Ce sont des produits qui détruisent les cellules cancéreuses. Donc s'il y a pas de cellules cancéreuses, il y a pas de raison véritablement d'en prendre. Oui, il y a une action anti-inflammatoire, antivirale du Paopéra, mais tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas, non, donc en principe, on n'a pas besoin au long cours. Donc faut prendre ça pendant le temps où le cancer est présent, et un peu plus longtemps pour s'assurer que vraiment toutes les cellules sont parties. Et puis ensuite, ce que font la plupart des gens, c'est de faire une petite cure 1 ou 2 fois par an pour s'assurer que ça ne revienne pas. Mais le cancer est factoriel. Donc moi, ce que je dis toujours dans mes conférences, les produits, ils vont aider à détruire les cellules cancéreuses. Ça va vous donner du temps.
ça va supporter votre corps, vous donner du temps. La grande question, c'est qu'est-ce que vous faites de ce temps? Pourquoi le cancer, il est venu? Pourquoi est-ce que vous êtes tombé malade? Qu'est-ce qui pollue votre corps, votre esprit, au point que des cellules aient décidé, pour survivre, De se rendre de se malade. modifier, de se rendre malade? Et la maladie est une forme de plan B pour l'organisme. Si le plan A marche pas, si on l'intoxique trop, ben on va passer au plan B. Les gens qui s'en sortent vraiment sur le long terme, ce sont des gens qui font ce travail d'essayer de comprendre qu'est-ce qui les a rendus malades et qui modifient leur vie, leurs relations, etc., pour trouver un environnement plus sain et plus zen en général. C'est une approche qui est complètement holistique et naturopathique. Oui, et tout ça marche ensemble, hein. On peut pas prendre des petites gélules et puis se dire qu'on va avoir une vie de patachon, vivre dans le conflit, dans le mensonge, etc., et que tout va aller bien. C'est pas vrai. C'est ce que nous incite à faire la naturopathie, se responsabiliser, attention sans se culpabiliser bien sûr, mais face à notre santé et aussi face à d'éventuelles pathologies. Oui, faire les choix qui vous conviennent, en fait, profondément, pas dans l'instant, pas dans la gratification immédiate, parce que bon, dans la gratification immédiate, prendre un double scotch de whisky pour faire passer le stress, oui, ça va marcher, mais sur le long terme, c'est pas la bonne solution et on le sait. Oui, effectivement. Bel exemple. Alors j'avais envie de vous parler d'une autre approche, celle du docteur Laurent Schwartz en France. Lui, sa thèse consiste à reprendre les travaux d'Otto Warburg sur le métabolisme énergétique de la cellule et plus particulièrement sur la mitochondrie. Il considère que les cellules cancéreuses ont leur métabolisme énergétique qui est totalement perturbé et qu'elles ne sont plus capables de produire de l'énergie, ce qui va entraîner une consommation plus importante de glucose. Et je me demandais en fait si cette approche-là, elle était compatible avec l'approche de votre père. Oui, bien sûr, c'est exactement comme je vous disais plus tôt. Oui, il faut faire des choix qui sont sains. Otto Warburg nous a appris que bon, les cellules cancéreuses, elles arrivaient plus à respirer normalement, elles compensaient avec du sucre, et donc le sucre nourrit les cellules cancéreuses. Donc, en plus du pao Pereira, oui, il faut arrêter de manger des sucreries. Il faut apprendre où sont les sucres cachés et il faut éviter ça, absolument, Oui, absolument. Ça travaille ensemble. Maintenant, est-ce que le pao Pereira envahit l'ADN des mitochondries? Il n'y a pas eu d'étude spécifique qui a été faite à ce niveau-là. Surtout que les mitochondries, ben, elles diminuent énormément quand la cellule devient cancéreuse. Donc, en fait, ça n'a pas été considéré comme une urgence à étudier. Mais je vous dirais que c'est 2 mécanismes d'action qui sont différents, mais il faut mettre toutes les chances de son côté, bien absolument. sûr. Donc absolument supprimer le sucre quand on a un cancer. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, une réforme alimentaire est indispensable dans toutes les pathologies, quoi, et même à titre préventif. Alors, c'est vrai qu'on a pas mal parlé de l'effet anticancéreux, mais j'aimerais bien qu'on dise 2 mots sur les autres effets de ces plantes parce qu'elles ont d'autres vertus. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Notamment sur un effet antiviral. Oui, donc ça, c'est le pao Pereira qui a une action antivirale. Ça, c'est quelque chose que mon père avait étudié dans les années 80, à l'époque du sida, au début où il y avait rien, même pas l'AZT était disponible. Et donc le travail qu'il avait fait sur la polymérase, l'enzyme polymérase, l'a amené à étudier l'action antivirale du pao Pereira. Il y a eu un essai clinique qui avait été fait à l'époque à l'hôpital de Montpellier, qui avait confirmé qu'il y avait eu de très bons résultats, que l'immunité des patients qui étaient HIV positifs remontait bien pendant l'année où ils étaient suivis. Et puis évidemment, ça n'a absolument pas intéressé le gouvernement, même si le sida était l'urgence de l'époque, ils ont même pas suivi, quoi.
et tout l'argent allait à l'AZT et au laboratoire Wellcome, et cetera, et cetera. Le sida, les virus, c'est vraiment, un domaine peut-être où le gouvernement est encore plus agressif que sur le cancer et on n'a pas véritablement, fait de recherches supplémentaires au-delà de cet essai clinique du temps de mon père sur le VIH. Mais on a pu constater qu'effectivement ça marchait très, très bien sur les débuts de grippe, sur l'herpès, sur et Mmh, cetera. Ça c'est plus mais c'est des témoignages, c'est pas vraiment des d'accord. études, publiées. Et aux Mais ça marche très, très États-Unis, bien. vous avez pas pu reprendre les recherches? Non, aux États-Unis, bon, mais avec c'était là un petit peu la même chose qu'en France. Il n'était pas possible faire, des études sur le Covid, par exemple, avec un produit naturel. C'était absolument pas possible. Par contre, beaucoup de gens qui avaient, le Covid nous ont dit que ça marchait très bien, que ça partait, ils se débarrassaient aussi d'effets sur le long terme du Covid. Et on a maintenant un essai clinique sur les justement en cours sur ce qu'on appelle le long Covid, c'est-à-dire, le brouillard, la fatigue, et cetera. Et ça, c'est pas avec le Paopera, c'est avec un autre produit, ou cet essai clinique. Ce sont des petits fragments d'ARN qui sont spécifiques de l'ADN de la moelle osseuse et qui aident la moelle osseuse à faire, les globules blancs et les plaquettes qui sont le cœur de notre système immunitaire. Et normalement, quand votre intestin, fonctionne bien, votre intestin, il absorbe, les nutriments, qui viennent de la nourriture et y compris plein de petits, ARN, hein, qui viennent avec, toutes les molécules de que nous absorbons. Et ce sont ces ARN qui sont absorbés, qui vont jusqu'au sang, qui vont à la moelle osseuse et qui fait son travail de créer toutes ces cellules sanguines qui vont, aider le système immunitaire. Mais quand il y a une chimiothérapie, par exemple, l'intestin est très abîmé, la paroi intestinale. Il y a des nausées, la nourriture, difficile de garder la nourriture et donc tous ces nutriments n'arrivent pas en quantité suffisante et donc la moelle osseuse n'arrive pas à faire un nombre suffisant de leucocytes et de plaquettes. Et donc on a des problèmes de gens qui une perte d'immunité, qui n'arrivent plus, le sang n'arrive plus à coaguler correctement et bon, on est obligé d'arrêter la chimiothérapie. Et là, on a pu faire un essai clinique avec Cancer Treatment Centers of America où on a vu que des gens qui étaient énormément de chimiothérapie, déjà très mal en point, on était capable de maintenir leur, moelle osseuse en bon état avec ces petits fragments. Donc on s'est dit avec le long Covid où il y a aussi un problème d'immunité, on va essayer, l'essai clinique est pas terminé, mais jusqu'ici, tous les patients enrôlés ont très, très bien répondu au traitement. Mmh. Mmh, très intéressant. Est-ce que nous, en France, on peut se procurer vos produits? Oui, ils sont pas distribués depuis la France, mais nous sommes à l'époque d'internet, donc vous pouvez aller sur maisonbeljanski.com en un seul mot, maisonbeljanski, .com et passer commande de tous les produits. On a retiré le Revolfia, puisqu'il est maintenant considéré, novel food, en Europe, c'est ridicule, mais c'est comme ça. Donc on peut pas, vous le vendez encore aux États-Unis, mais il peut pas être distribué, Oui, en Europe? absolument. Aux États-Unis, il y a aucun problème. Donc, si vous passez aux États-Unis, vous êtes les bienvenus pour passer à Maison Beljanski. C'est un joli, petit magasin. On a pignon sur rue. C'était quelque chose de très important pour moi, d'avoir, un magasin avec, une vitrine. C'est écrit Maison Beljanski dessus, et là, vous pouvez faire le plein de Revolfia Vomitoria, et rentrer avec l'Europe. Bah, je mettrai les références dans les notes de l'épisode et je voulais aussi dire aux auditeurs les inciter à aller sur le site internet parce qu'on trouve énormément de témoignages. Vous mettez, il me semble bien, les références des études, donc c'est vraiment une mine Oui, d'informations. ça, c'est sur le site de la fondation. Donc la fondation, c'est la recherche, c'est les études, c'est les témoignages, et cetera, et cetera. Tout le savoir est sur la fondation.
Puis bon, pour les produits, c'est Maison Belginski. Je voudrais terminer par une dernière question. Est-ce que vous pensez que si votre père avait fait ses travaux aujourd'hui, est-ce qu'il serait mieux accueilli en France? Je ne suis pas sûre parce qu'on voit que l'hostilité continue. Bon, ce Revolfia vomite rien. Il est, c'est la dernière chose qui est arrivée. La fondation, il y avait aussi une petite sœur en Europe. Là, on avait fait une demande pour que les donations puissent être déduites des impôts. Ils nous ont pas répondu pendant 5 ans. Donc, en principe, c'était acquis. Et puis, au bout de 5 ans, ils se sont réveillés en disant non, vous pouvez pas, vous êtes pas acceptable, etc., etc. Donc, tout est fait pour essayer de limiter notre action en Europe et de décrédibiliser le travail qu'on fait. On n'a jamais vu de reconnaissance des travaux américains officiellement faits par la France. Maman avait ce qu'elle voulait de la Commission européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme, c'était des excuses pour la façon, c'était pas l'argent qui l'intéressait, mais elle voulait des excuses de la France pour la façon dont ils avaient traité mon père. Elle ne l'a jamais obtenu. Mais heureusement, vous continuez vos recherches, vous continuez votre combat et vous continuez surtout de rendre tout ce savoir accessible au plus grand nombre. Et pour ça, je vous remercie parce que c'est fantastique. Absolument. Pour moi, le plus important, c'est que ce savoir puisse continuer. C'est pour ça que j'ai publié mon livre, Gagner la lutte contre le cancer, la découverte dont la République n'a pas voulu, pour pouvoir faire ce savoir accessible à tout le monde, et que ça ne disparaisse pas. Moi-même, je deviens maintenant une vieille dame. D'après les critères français, j'ai l'âge largement large de la retraite. Mais j'espère que ce savoir va continuer au-delà de moi et que ne va pas disparaître. Ce serait trop dommage. Bien sûr. La possibilité de détruire des cellules cancéreuses sans toxicité, c'est merveilleux. Une merveilleuse promesse. Merci beaucoup Sylvie, merci pour votre travail et merci d'avoir témoigné dans mon podcast. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci d'écouter Les Lois Naturelles. Pour prolonger l'aventure, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, et abonnez-vous à la newsletter du podcast pour recevoir des conseils et des ressources en exclusivité. Et si vous souhaitez un suivi personnalisé, je serai ravie de vous accompagner en consultation individuelle sur votre chemin de santé naturelle. À très vite dans le prochain épisode, prenez soin de vous.